personnalité est bien connue des téléspectateurs de TV Liberté puisqu'il s'agit de Bernard Anthony. Bonjour Bernard Anthony. Bonjour Martial Bild. Dois-je rappeler que vous présidez l'AGRIF, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, et vous présidez aussi Chrétienté Solidarité. Mais c'est plutôt en qualité de président de l'AGRIF que je vais vous interroger. Tout d'abord, j'ai vu qu'au cours des derniers mois, l'AGRIF a remporté, et ce n'est jamais très simple, un certain nombre de succès, notamment auprès de la Cour de cassation ou de la Cour d'appel de Lyon, par exemple. Avec toujours un même thème, d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce que nous nous battons un peu sur les mêmes créneaux. Mais contrairement à ce qui a pu être dit par des esprits chagrins, l'AGRIF remporte des procès puisque nous avons fait dans notre dernier conseil d'administration un bilan. Sur 200 actions et quelques-unes de plus intentées dans l'histoire de l'AGRIF, nous avons quand même remporté 40 décisions. Donc cela vaut le coup de continuer, sans compter que l'action de l'AGRIF s'exerce en d'autres domaines, action intellectuelle, action de critique de la loi soi-disant antiraciste, action de réflexion sur les différents modes de racisme aujourd'hui. Donc les responsables de l'AGRIF ont pu tirer un bilan positif, et c'est ce bilan que nous allons un peu célébrer dans 15 jours maintenant au Palais de la Mutualité. Alors c'est un bilan positif, pas pour ceux qui veulent, je cite, niquer la France. Oui, parce que nous avons un long duel, car hélas, les actions judiciaires sont longues. Quelquefois, nous devons expliquer cela à nos adhérents, à nos militants, à nos amis. Quel que soit le talent des avocats, et Dieu sait que nos avocats ont du talent, ils ne peuvent pas faire qu'une plainte aboutisse dans les 15 jours. Souvent, hélas, cela va durer pendant des années. Et notamment ce qui nous oppose à la mouvance des soi-disant indigènes de la République, de Madame Ouria Boutelja, à son conseiller en sociologie, Saïd Bouamad, à ses rappeurs, Saïdou. Voilà que cela fait 7 ans que ça dure, mais nous avons obtenu gain de cause devant la Cour de cassation. On a fait casser un jugement qui n'était pas favorable à l'AGRIF. Le jugement a été renvoyé devant la Cour d'appel de Lyon. Là aussi, nous avons gagné. Ne doutons pas, ils ont le droit encore de faire appel. Vous voyez, la procédure n'est pas finie. Mais toujours est-il que nous pouvons mettre quelques entailles sur la crosse du pistolet que nous n'avons pas. Mais voilà, donc c'est un bon bilan. Est-ce que ce sont ces succès qui motivent l'organisation, le 29 septembre prochain, à Paris, au Palais de la Mutualité, d'une grande journée d'amitié française au cœur de Paris? Amitié française, on a quand même l'impression que c'est quelque chose que vous connaissez bien, à la fois la mutualité et ces journées d'amitié française. Oui, c'est quelque chose qu'on peut dire un peu avec de l'humour, parce que on refait un peu ce qu'on a fait. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que l'AGRIF a un bureau tout à fait renouvelé depuis quelques années, parce que donc beaucoup de bons compagnons nous ont quittés, comme Georges-Paul Wagner, d'autres encore. Mais à intervalles réguliers, nous éprouvons le besoin de rencontrer physiquement nos adhérents. On en rencontre dans d'autres réunions, dans la rue, à notre local, mais enfin, en réunir plusieurs centaines, plus d'un millier en tout cas, c'est quelque chose de nécessaire, parce que là, nous pouvons, non seulement il y a des prises de parole, mais il y a aussi les rencontres individuelles au long d'une journée comme ça. Donc, c'est un devoir par rapport à nos adhérents de leur dire un peu quel est notre combat. Avant cette réunion, on se remémorait ensemble, avant de rentrer dans ce studio, la première fête de l'amitié française, c'était il y a possiblement 36, oui. 37 ans. Oui, et oui. C'est comme ça. Comme disait Sainte Thérèse d'Avila, la vie dure 2 heures. Et je n'ai pas vu passer ces 37 ans, et même les années d'avant. Mais nous y sommes, et c'est aussi une action de continuité, puisque dans quelque temps, je ne serai plus président de l'AGRIF, je continuerai à militer pour. Mais c'est encore une fois pour un peu réfléchir, et on va permettre à nos adhérents d'écouter les idées qui sont les nôtres. Vous voulez avoir un successeur, organiser cela? On dit toujours que dans les milieux patriotiques, sont les vôtres, c'est toujours un peu difficile de passer la main. On a le choix entre attendre
que la Providence s'occupe de nous passer outre-tombe ou prévoir soi-même sa continuité. Et j'espère être sur le point de réussir. Bon, on revient à cette journée du 29 septembre, je l'ai dit à Paris, à la Mutualité. Et je regarde le thème de cette journée, génocide français, stop. Est-ce que vous ne poussez pas un peu quand même? Les mots ont une valeur. Je ne pousse pas du tout, parce qu'il est vrai que lorsque j'ai employé ce terme-là, en 1976, à la demande de Jean Madiran, pour un long article dans la revue Itinéraire, là, on avait dit, mais enfin, le camarade Anthony, il pousse un peu. On n'est quand même pas confronté à un génocide. On en avait eu des génocides avant. Le génocide vendéen, le génocide arménien, le génocide des Juifs, donc le génocide français. Mais nous avions pris soin de préciser ce que nous entendions par là. Et à vrai dire, nous n'avions pas eu beaucoup de mal. Parce que l'inventeur du terme génocide, le concepteur même, qui s'appelait Raphaël Lemkin, grand magistrat juif polonais, avait pris soin, ayant travaillé sur ce qui allait devenir le génocide arménien, de préciser ce qu'il entendait par là. Donc la mise en œuvre d'un plan donc mûrement réfléchi et concerté pour porter atteinte à l'identité culturelle et physique d'une nation. Donc c'est une définition large, mais qui était parfaite. À l'époque, j'avais, dans la continuité de Lemkin, et d'ailleurs une anecdote là, un jour au Parlement européen, Simone Veil, tempête après moi, elle le faisait quelquefois, et d'un doigt vengeur, elle me dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'utiliser le terme de génocide pour autre chose que l'extermination des Juifs. » Je lui dis, Madame, c'est bien dommage que vous ne sachiez pas, vous, Simone Veil, que celui qui a mis en avant le terme de génocide, qui a inventé le mot, déterminé le concept, c'est Raphaël Lemkin, grand magistrat juif polonais. Là, il a été bouclé. Et donc là, j'avais pour ma part défini le génocide français comme un génocide avec plusieurs composantes. Un génocide spirituel. Et ça, c'est le génocide sous l'angle religieux. Un génocide culturel, intellectuel et moral. Voilà, et là, on peut faire tout le procès de l'éducation nationale, etc. Puis un génocide physique, enfin, toujours dans la hiérarchie de Lemkin, par le jeu conjugué de la dénatalité, de l'avortement et de l'immigration. Si bien que, plus tard, lorsque Éric Zemmour a mis en avant le suicide français, bon, c'était un peu ça, mais je trouve, je défends, et je lui dis que le concept de génocide est plus vrai. Lorsque Renaud Camus, avec qui je parlais récemment de cela, a mis en avant le concept de grand remplacement, pourquoi pas? Là-dedans, il n'y a pas de querelle, il y a juste ajustement de la pensée à la réalité, quoi. Voilà. Moi, je défends donc ce terme de génocide français sans fanatisme. À vous rajouter quand même, non à la tsunamigration, à l'islamigration et à la culture de mort. Alors, tsunamigration, islamigration, vous vous mettez au Volapuc, alors que je croyais un grand défenseur de la langue française et de sa pureté, et son intégrité même. Mais là, vous inventez des termes. Mais Martial Bild, il aurait fallu que vous veniez dans mon école lorsque j'enseignais le français en classe de 4e, 3e et aux classes terminales, pour savoir qu'il ne faut pas confondre la défense d'une langue et le fait de la figer. Nous ne sommes pas des fixistes. Une langue se développe. On peut créer des néologismes. Si vous enlevez les néologismes à la langue française depuis 15 siècles, il ne reste plus rien, cher Martial Bild. Alors donc, sous la migration, islamigration, c'est des mots dans le génie de la langue française. Et je m'enorgueillis un peu de respecter ce génie de la langue française. Alors on voit bien ce que ça veut dire. Il faut peut-être quand même préciser les termes, tsunamigration, islamigration. C'est la preuve que ces mots sont conformes au génie de la langue française. Ils parlent d'eux-mêmes, tsunamigration, parce qu'on s'adapte. Tout le monde sait aujourd'hui ce qu'est un tsunami. Et j'ai voulu donc trouver un mot qui définit cela. Ce que Jean Raspail, qui sera à notre journée d'amitié française, avait lui, avec son génie de romancier, donc avait décrit dans son temps dessin. Donc ce que
décrit Jean Raspail, j'ai essayé de trouver un simple mot, tsunamigration. Et puis, islamigration, eh ben, là aussi, je ne vais pas faire l'injure aux téléspectateurs de TV Liberté qui sont gens intelligents et cultivés de leur expliquer ce que peut signifier islamigration. Alors, vous avez parlé de Jean Raspail, ça nous amène directement au programme de cette journée du 29 septembre. Qu'est-ce que vous avez concocté? Alors, et avec qui? Un partenariat avec qui? Évidemment avec le bureau de la Griffe, parce que je ne suis pas le petit fureur de la Griffe, ni le dictateur de la Griffe. Je suis d'ailleurs globalement au service de nos avocats, et notamment de mon petit grand frère qui vient ici quelquefois, je l'appelle comme ça, Jérôme Triomphe, parce que nous avons une grande amitié. Alors il est très grand, mais c'est mon petit frère parce qu'il a l'avantage d'avoir un demi-siècle de moins que moi. Hein, et donc, nous avons... D'abord, ils ont voulu que cela soit la mutualité. Pourquoi ? Pour me faire la gentillesse, me dire il faut que tu te retrouves dans des lieux que tu as beaucoup utilisés, avec Jean-Paul Méfray, avec tant d'autres, avec Pierre Durand, trop peu invoqué à mon avis, avec Pierre Dudant, pardon, Pierre Dudant. Les deux peuvent être invoqués. Les deux peuvent être invoqués, mais là c'était sous l'angle artistique. Pierre Dudant. Non, mon cher Pierre Dudant. Donc c'est ce lieu de la mutualité. Alors, donc nous aurons là des auteurs qui viendront signer leurs livres aussi. Ça n'est pas un salon du livre, mais c'est un salon du livre qui accompagne la journée. Donc nous avons une 60aine d'auteurs à l'heure qu'il est, on ne peut pas en prendre plus. Donc après cela, tant pis. Voilà. Mais nous aurons le Cœur Montjoie. Et là, avec notre vieux camarade de combat, Jacques Arnoux, hein, dont nous nous retrouvons toujours avec plaisir, parce que le Cœur Montjoie a été composante entière des journées d'amitié française, comme du pèlerinage, enfin tout cela est ancien aussi, mais je ne veux pas que tout meure. Le Cœur Montjoie se porte bien, la Griffe se porte bien, et nous allons le prouver. Alors, le matin, une table ronde. Les tables rondes permettent de faire parler plusieurs orateurs. Mais donc, une table ronde qui sera animée par Gabriel Cluzel, qui fréquente cette télévision de Boulevard Voltaire. Régulièrement TV Liberté. Et là, il y aura Jérôme Triomphe, François Biot de Laudner, l'abbé de Tanoirne. Voilà. Donc, c'est la table ronde Simone Veil, pas celle dont je parlais tout à l'heure. Il suffit d'ajouter un W à la place du V. Donc, voilà, nos combats pour la vie. Donc là, voilà, parce que la Griffe se bat contre trois sortes de racisme que nous avons identifié: racisme anti-français, racisme anti-chrétien, mais j'ai mis en avant un nouveau concept aussi, le racisme anti-humain. Parce que finalement, quand on prive un peuple de son identité, quand on prive un peuple de son identité physique, de son identité spirituelle et morale, donc on le prive de son humanité. Et ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est un véritable assaut nihiliste de déni d'humanité. Voilà le pourquoi de cette première table ronde. Ensuite, nous accueillerons Jean Raspail. Là, nous aurons déterminé quel mode d'accueil, parce que c'est très émouvant pour moi. Et Jean m'a écrit une lettre très très émouvante en me disant: écoute, j'ai essayé d'être fidèle à tout ce que tu faisais, des gens gentils comme tout. Il sera, donc là, il me dit, pour peu que mes 93 ans me le permettent. Je l'ai eu au téléphone avant-hier, il va très bien. Alors, prions pour Jean Raspail, hein, voilà. Et puis, il y a le temps du déjeuner. Ensuite, à 14h, la mémoire des 100 millions de victimes du communisme avec le Cœur Montjoie. Dans la continuité de ce que nous avons fait ici à TV Liberté, grâce à vous, Martial, donc les 100 ans du communisme. Mais là, il y a une manière de l'interpréter, donc avec les chants de Jacques Arnoux et de sa chorale. Puis, ça sera la deuxième table ronde de la journée, la table ronde Charles de Foucault, avec, alors là, le thème « Stop à l'islamisation, le choix du christianisme ». Et là, nous allons faire parler, sous le questionnement de Jeanne Smith, Christophe Bilek, Laurent Bonnet, Marie Jamila, c'est-à-dire des convertis de l'islam.
puisque, faut-il le dire, notre regard sur l'islam n'est pas un regard, en quoi que ce soit, aussi petit cela soit-il, qui relèverait d'un quelconque racisme. Tout ce que nous voulons aux musulmans, que nous aimons, c'est qu'ils se convertissent donc à notre christianisme. Mais ça, c'est notre détermination de chrétienté, solidarité, ça n'étonnera personne. Ensuite, j'essaierai de passer quelques minutes. Je donne la parole à Bernard Anthony pour parler plus précisément du génocide français, développant un peu ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Après quoi, j'ai demandé à Bruno Gollnisch de nous dire cette Europe des peuples qui disent non au génocide. Je me déplace en Europe, mais moins souvent que lorsque j'étais député au Parlement européen. Je vais encore quelques fois, au moins une fois par an, en Pologne. Je vais naturellement en Italie, en Espagne, mais Bruno Gollnisch visite beaucoup plus. Je ne fais pas parler là le dirigeant d'un parti. Voilà, donc je fais parler là quelqu'un qui voit cette résistance des peuples d'Europe, et donc notamment Viktor Orban, qui était donc ces jours-ci donc au Parlement européen, et nous avons publié dans Reconquête des textes d'Orban qui sont magnifiques. Si l'on me demandait aujourd'hui quel est l'homme politique que vous suivez, je n'en suis aucun. En France, ça n'est pas par orgueil, c'est comme ça. Puis c'est mon choix. Mais si je devais suivre un homme politique, volontiers je suivrais Orban. Même si Orban a dit un jour, moi je ne suis pas tenu d'appliquer ce que demande le pape François, parce que je suis protestant et je ne suis pas tenu par l'inconditionnalité pour le pape. Je lui ai écrit et je lui ai dit, mais moi c'est exactement la même chose. C'est parce que je suis catholique que je ne crois pas du tout, mais pas du tout, à l'infaillibilité pontificale en dehors des dogmes que les papes proclament à peu près une fois par siècle. À quelques mois des européennes, vous dites, moi je ne m'intéresse plus à la politique française, mais est-ce que vous n'avez pas quand même non plus la volonté finalement de, en organisant cette manifestation par exemple, de rappeler l'importance que représente votre sensibilité, on va dire quoi, nationale catholique? Je n'ai pas dit, je ne m'intéresse plus. Non, 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 Martial, ne déformez pas. Vous avez dit, je ne m'intéresse plus à la politique en France. Vous avez dit, je ne suis plus personne. Non, j'ai dit, je ne suis plus personne pour l'instant en France. C'est une nuance. Hein, donc, j'en avais traduit, vous ne vous intéressez plus à la politique. Mais bien, je m'intéresse à la politique. En parti politique. 15 heures par jour. Mais je ne trouve pas ce qui me convient dans les partis politiques actuels. Ma question, elle était différente. C'était, est-ce qu'en organisant cette manifestation-là, vous ne rappelez pas aux candidats qu'il existe une sensibilité nationale catholique, je l'utilise encore ce terme, qui pèse dans les urnes encore? Bien sûr que la griffe veut peser dans la politique. La griffe est le seul mouvement qui, dans le cadre de la soi-disant loi antiraciste, a inscrit la défense de l'identité française et chrétienne. Juste une petite parenthèse. Non, je suis national et catholique. Mais national catholique, non, parce que je ne suis pas gallican. Donc, parti national catholique, ça c'est la soumission de la politique aux religieux, et pour ça, ça n'est pas ma doctrine catholique. Voilà, c'est une nuance, mais qui est importante. Vous avez quand même quitté l'engagement politique au sein d'un parti politique vous-même. Est-ce que vous avez quand même pas certains regrets? Là, vous voyez, les Européennes parlent, vous êtes dit, j'ai été député européen, je continue à traverser l'Europe. Voilà, ce virus-là, vous l'avez encore, il ne vous a pas quitté. Bien sûr, il y avait même des avantages, mais je n'ai pas tout fait pour continuer à être soumis à un parti. Je ne suis pas un homme de parti, je crois profondément à la politique, et donc je continue à œuvrer. Par exemple, j'étais il y a peu au Liban encore, je m'intéresse beaucoup au Liban avec chrétienté et solidarité, donc, mais là, je ne suis pas dans la hiérarchie d'un parti. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Je ne suis pas financé et je ne peux pas voyager autant que je le voudrais quelquefois. Mais c'est la liberté. Cette liberté est importante, nous en savons quelque chose ici. Alors, rappel de l'heure, de comment on s'inscrit à cette manifestation qui se déroule donc de 10h à 18h, samedi 29. J'ai le programme devant moi, c'est plus facile. À cette grande journée d'amitié française, comment fait-on? On s'inscrit où? Comment? Avec qui? On ne s'inscrit pas, voilà, parce qu'on arrive,
on paie son ticket d'entrée 10 €. Et donc 10 €, c'est le tarif normal. Pour les enfants, pour les étudiants, pour les gens en difficulté, c'est 5 €, et quelquefois rien. D'accord, c'est rue Saint-Victor? Voilà. C'est à Maubert Mutualité? Boulevard, donc rue Saint-Victor, Maubert Mutualité. Les gens qui connaissent Paris, il y a le parvis de Saint-Nicolas du Chardonnay à côté, et la Mutualité est là, au plein cœur de Paris. Parfait. Dites-moi, juste une question, là, il sort au moment où nous enregistrons cette émission, un film sur le pape François, il s'appelle Le pape François, un homme de parole de Wim Wenders. Est-ce que vous irez le voir à l'écran? Je ne sais pas. J'ai lu en tout cas le livre qui est paru. Vous êtes national et catholique, mais vous ne savez pas si vous irez voir un film sur le pape François. Je ne sais pas, je n'ai pas décidé. En attendant, j'ai terminé hier au soir le livre intitulé « Le pape dictateur », traduit excellemment par Jeanne Smith de l'anglais, livre donc écrit par l'historien de l'ordre de Malte. Et donc ce livre est tout de même accablant, présente des faits sur lesquels aujourd'hui il y a demande d'explication. Et lorsque j'observe combien un journaliste aussi qualifié, pondéré, mesuré que Jean-Marie Desnois, le directeur des pages religieuses et informateur religieux du Figaro, dont je ne suis pas un inconditionnel, je parle du Figaro, mais Desnois n'écrit rien qui ne soit mûrement pesé. Lorsqu'il écrit que, évidemment, plus personne ne comprend le silence actuel du pape, ce pape si bavard tout de même, dans l'avion, il avait l'habitude de lâcher beaucoup de petits mots donc, aux journalistes. Et puis là, il a dit, donc faites votre métier, je ne dirai plus rien, je ne dis rien, c'est à vous. Bon, or, de quoi s'agit-il? Il s'agit des accusations extrêmement graves, donc proférées par quelqu'un qui n'était pas rien. Le nonce apostolique aux États-Unis, Monseigneur Vidano, il y en a deux Vidano en ce moment, je vais parler du second aussi, qui a dit « je ne peux plus me taire » lorsqu'il a mis en avant la compromission du pape avec le cardinal américain McCarrick, qui a été démis au mois de juin dernier, c'est-à-dire il y a quelques semaines, alors qu'il est l'homme de ce qu'on peut appeler le lobby gay au Vatican, hein, avec des choses que plus personne ne peut nier, avec des scandales, sexuels, de drogue, financiers. On ne peut plus. Alors, tout ça ne m'émeut pas. Tout a toujours très mal marché, comme disait Jacques Bainville en politique, mais même, hélas, dans l'Église catholique. Il y a eu de grands saints, il y a eu de grands papes, puis il y a eu des époques désastreuses. Et il n'y a que les ignorants qui peuvent idéaliser totalement le passé. Mais aujourd'hui, c'est très grave. Aujourd'hui, c'est très grave parce qu'il y a les médias, il y a l'instantanéité, il y a le fait que, face à cette révélation de scandales en chaîne qui sont indéniables, que plus personne ne nie, hein, donc il faut bien que le pape réponde. Or, jusqu'à présent, il n'a pas formulé de réponse sûre, ou plutôt, c'est toujours sous l'angle de l'ambiguïté. Un discours et des actes contraires. Voilà ce qui est terrible dans l'Église catholique aujourd'hui pour le peuple catholique. Voilà, en attendant, le film de Wim Wenders s'appelle Le pape François, un homme de parole. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bon courage le 29 septembre. Je dis ça parce que TV Liberté est partenaire aussi de cette manifestation, avec beaucoup d'autres d'ailleurs. Organisateur, j'espère que... D'abord, Martial, vous vous exprimerez avec votre talent habituel, mais vous pouvez exposer aussi les productions de TV Liberté, faire votre propagande, car la journée est organisée par la Griffe, mais aussi par le Salon Beige, par l'État de Vérité, par TV Liberté, par plusieurs émissions de Radio Courtoisie. Eh bien, très bien. On se retrouve donc le 29 septembre. Merci beaucoup, Bernard Anthony. On se retrouve. Merci aux téléspectateurs de TV Liberté. Et je ne puis que les encourager à la fidélité pour votre belle œuvre de contre-désinformation. Merci beaucoup.